Eh bien, bienvenue à l'Université d'automne du Pardem à La Rochelle du 11 au 13 novembre 2022. Une grande séance a été consacrée à souveraineté constitution constituante. Pourquoi et comment mettre en œuvre une démarche constituante? Alors, il y a 4 intervenants. André Bellon de l'Association pour une constituante, Jacques Nikonov de la Dynamique populaire constituante, DPC, Jean-Michel Toulouse, membre du bureau du Pardem, parti de la démondialisation, et puis Serge Marquis, membre du Pardem également, qui lui interviendra sur des comités constituants, de quoi s'agit-il et comment procéder. On va donc donner la parole dans une première vidéo à André Bellon de l'Association pour une constituante. Une deuxième vidéo sera consacrée à l'intervention de Jacques Nikonov de la DPC. Une troisième vidéo sera consacrée à l'intervention de Jean-Michel Toulouse, membre du bureau du Pardem. Et enfin, une quatrième vidéo sera consacrée à l'intervention de Serge Marquis, membre également du Pardem. Je vais donc d'abord laisser la parole à André Bellon. Bien, bonjour. D'abord, merci à Michel et au Pardem, avec qui d'ailleurs nous travaillons actuellement sur la base d'appels par rapport à la question des Gilets jaunes. Donc ça tombe bien que nous nous retrouvions ici. Et merci au Pardem qui est parfaitement légitime pour parler de ces questions institutionnelles et de la constituante donc par voie de constitution. Donc, tout d'abord, quand nous avons fondé l'Association pour une constituante, c'était il y a 15 ans, lors du traité de Lisbonne. Alors pourquoi avons-nous eu cette idée? Parce que il nous a semblé assez naturel, lorsque la parole du peuple était bafouée, parce que le traité de Lisbonne, c'est bien une manière de bafouer la parole du peuple qui s'était exprimée lors du traité constitutionnel européen en 2005, il nous a semblé donc normal, lorsque les institutions permettent qu'on bafoue la parole du peuple, de se poser la question de la réappropriation par le peuple de ce bien public qui s'appelle les institutions. Les institutions leur appartiennent. C'est à eux de les définir. C'est d'ailleurs en théorie, toute constitution est votée in fine par référendum. Donc ça nous a semblé logique. Or, la réappropriation par le peuple, donc par l'ensemble des citoyens, peuple, c'est-à-dire en tant que corps politique constitué, ça passe historiquement par une constituante. Par parenthèse, il y en a eu 6 dans l'histoire de France, ça ne fait pas toucher les boutons de penser qu'on aurait une 7e. Vous des cris d'orfraie devant des choses qui historiquement sont inscrites dans l'histoire d'une certaine manière. Alors on nous dira les Anglais n'ont pas fait ça, c'est vrai, les Anglais soit ils tuent, soit ils virent leur roi, bon, c'est notre manière de faire. C'est pas... De toute façon, on règle les problèmes de fonctionnement même de la vie publique d'une manière ou d'une autre. Alors, j'ai souvenir que lorsque nous avons lancé cette idée, pour l'essentiel, les réactions que nous avons eues étaient au mieux un peu apitoyées. Dans le genre, comme on dit en Provence, vous êtes pas un fada, non? Ça va pas à la tête. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Et j'ai souvenir, je la cite toujours parce que la preuve assez symbolique, une discussion que j'ai eue avec Anicet Le Force. Bon, il se trouve que je le connaissais parce que nous travaillions ensemble à la direction de la prévision au ministère de l'économie et des finances. Donc on avait une certaine relation. Et il me disant, mais on ne peut faire une constituante que lorsqu'il y a une crise grave, exceptionnelle. À quoi je lui réponds, à quoi reconnaît-on que c'est exceptionnel? À ma connaissance, sur un plan historique, on constate que c'est exceptionnel après. Donc, je peux parfaitement décider, il peut penser comme ça, bien sûr, que c'est exceptionnel. Voilà.
Alors, depuis, apparemment, le mot constituante est passé un peu plus dans le vocabulaire. Je ne dis pas qu'il est devenu majoritaire, non. Mais de ci, de là, on en parle un peu plus, de manière sans doute assez différente suivant les interlocuteurs, mais on en parle un peu plus. Disons qu'il est un peu moins tabou. D'où le fait que je pense qu'il est nécessaire de se poser la question, pourquoi cette question institutionnelle se pose-t-elle aujourd'hui? De quelle manière se pose-t-elle aujourd'hui? Pourquoi la constituante comme réponse? Et de quelle manière la mettre en œuvre? Alors, première remarque sur les institutions. Moi, je suis de ceux, il commence à en avoir pas mal, qui considèrent que les institutions sont à bout de souffle. Elles sont à bout de souffle, mais elles tiennent pourquoi? Ça a été dit par un certain nombre de personnalités politiques, en particulier ceux qui sont au pouvoir. Bon, c'est assez légitime que ceux qui sont au pouvoir souhaitent le garder. C'est humain. Et donc, leur argument est assez extraordinaire. Ils disent, ces institutions sont merveilleuses parce qu'elles permettent la stabilité du pouvoir, et le pouvoir sauterait s'il n'y avait pas ces institutions. En bref, s'il n'y avait pas ces institutions, le gouvernement pourrait être renversé. En première remarque, moi, ça ne me fait pas pousser les boutons de penser qu'on puisse renverser un gouvernement, ça me paraît même assez démocratique. Bon, alors on peut juger que dans certains moments de l'histoire, la quatrième par exemple, il y en a eu trop qui ont été renversés, on va analyser pourquoi, les guerres coloniales, etc. Mais ce n'est pas pour autant qu'il est absurde de penser qu'on peut renverser un gouvernement. D'ailleurs, ce qui se passe en ce moment, le 49.3 en rafale, c'est tout sauf démocratique. C'est un système, on voit bien que c'est un système à bout de souffle. Et je vais vous dire, partant de cette constatation que le système était à bout de souffle et que donc il y avait besoin de repenser les institutions, j'avais au nom de l'association écrit au président Larcher pour lui dire voilà nos interrogations. Et nous pensons que ça ne peut pas continuer comme ça, que la souveraineté populaire n'est plus qu'un mot creux et qu'il serait temps de repenser les institutions, à notre avis, en passant par les constitutions. Alors, c'est intéressant, premièrement, parce qu'il m'a répondu. Alors, j'avais mis la ouverte, l'histoire. Et pour ne rien vous cacher, j'avais mis ancien président de la Commission d'affaires étrangères de l'Assemblée, parce que ça fait bien. Il y a plus de chances qu'on me réponde. Bon. Donc, il m'a répondu, cher collègue, ok, très bien. Et très poliment. Et j'ai constaté plusieurs choses. Premièrement, il faisait lui aussi allusion au référendum de 2005, en disant que, effectivement, la volonté des Français avait été prévue. C'est important que le président du Sénat le reconnaisse. D'autant que c'est quand même quelqu'un de son parti, il s'en est. Donc, ça, c'est la première chose intéressante. La deuxième chose, c'est qu'il reconnaît, lui, qu'il y a un problème de légitimité et de relation, en tout cas, entre les élus et les citoyens. Troisièmement, il dit, cela étant, en termes de liste, je suis attaché à la cinquième. Bon, ça, c'est normal. Mais c'est intéressant quand même. Ça veut dire que quelque part, la question est posée. Alors, pourquoi est-elle posée? Tout le monde est bien conscient que les élus ne représentent plus les citoyens. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce truc, c'est que les mots ont leur importance. On nous dit toujours les élus. Vous remarquerez qu'on dit rarement les représentants. Or, c'est quoi les élus sinon les représentants? Ils doivent représenter, c'est-à-dire qu'un élu est porteur d'un mandat. Il doit assumer ce mandat. Alors après, il y a la question du contrôle du mandat, de la relation avec les électeurs, les comptes rendus de mandat, etc., etc. Bien. Il n'empêche que les élus ne sont plus des représentants. Et ce qu'il y a de curieux, c'est que c'est développé tout un discours pour critiquer non pas les élus, mais le principe même de la représentation.
C'est pas l'idée de la représentation qui est en cause. Il faut qu'il soit représentant. Et il faut qu'il porte une représentation. Le problème, c'est que la seule manière de porter cette représentation, c'est l'utilisation du suffrage universel. Alors après, est-il bien utilisé, mal utilisé? Je pense qu'il est très mal utilisé, mais il faut quand même lui donner tout son sens. Or, il a perdu son suffrage universel, a été un combat pour représenter, qui est issu de la Première République et ensuite de la Troisième. Voilà. Alors, est-ce que on peut reparler de représentation au sens démocratique du terme? Et le fait qu'on transfère le problème du fait que les élus ne sont pas les représentants vers la critique même du principe de représentation, là, à mon sens, c'est une erreur énorme et qui amène à des trucs bizarres du genre il faudrait tirer au sort. Comme si un tiré au sort pouvait être porteur d'un mandat. Par définition, il est porteur de rien. Parce qu'il veut. Après, on peut lui taper dessus parce qu'on n'est pas content, mais il n'empêche qu'il n'a pas de mandat. Alors là-dessus, il y a plusieurs types de réponses. Il y a ceux qui tiennent quand même à ne pas changer grand-chose, c'est-à-dire qui veulent que ça change pour que rien ne change, suivant l'expression consacrée, et qui disent on va un peu bidouiller. Alors c'est tout le discours qu'on entend de ci de là sur le thème il faudrait revenir au septennat. C'est vrai que la réforme Jospin en 2002, dans le quinquennat, c'est la version du calendrier, n'a fait qu'accentuer toutes les dérives du système. Là, pour le coup, le Parlement ne sert plus à rien, parce que de toute façon, il découle naturellement de l'élection du président de la République. Donc, c'est une question, je pense que c'est regarder les problèmes dans le plus de la langue. Il y a ceux qui disent constituante, mais à leur bénéfice. Alors, j'espère que je vais choquer personne. L'exemple type pour moi, c'est Mélenchon. Bon. Mélenchon, c'est en gros, votez pour moi, je suis merveilleux, vous aurez la constituante, éventuellement d'autres choses, on verra avec, mais d'abord votez pour moi. Et puis, il y a ceux qui disent, on va, au travers des institutions actuelles, néanmoins, arriver à, plus ou moins, à faire quelque chose qui s'appellera constituante. Alors, c'est vrai que moi, je suis sur une position qui consiste à dire, on ne peut pas faire une constituante avec les institutions telles que ça. Alors, souvent, je cite, ça c'est pour me faire mousser un peu Einstein, hein, on ne résout pas un problème avec les moyens qu'ils ont créés. Comme ça. Je trouve ça très juste, mais ça mérite réflexion. En tout cas, je ne crois pas que les institutions telles qu'elles le sont permettent de changer de façon sérieuse, démocratique, la situation. Alors pourquoi? Alors nous sommes, et alors là pour le coup le fait qu'on soit Bardem n'est pas tout à fait un hasard, la mondialisation. Qu'est-ce que c'est que la mondialisation? De ce point de vue, je retrouve assez les idées de Bardem, puisque j'ai moi-même écrit un livre qui s'appelait Pourquoi je ne suis pas mondialiste. Bon, on est dans ce genre de réflexion. C'est quoi la mondialisation? Alors on nous dira, c'est d'abord une nouvelle relation internationale. C'est vrai. Sauf que d'une certaine façon, il n'y a pas de relation internationale puisqu'il n'y a plus de nation. Mais passons sur ce problème sémantique. On nous dira, c'est un système économique. C'est vrai. C'est la mondialisation libérale. En gros. Après, on peut détailler, on n'a pas le temps, mais enfin, je suppose que vous l'avez fait un certain nombre de fois. Mais c'est fondamentalement une révolution idéologique. Pas uniquement un problème de fonctionnement des institutions ou de la manière de gérer les entreprises, c'est un problème idéologique. Lorsque l'économie s'est abstraite des questions sociales,
Ça date d'un certain temps, hein, c'est les années 60. Autrefois, l'économie était enseignée dans les facs de droit. Aujourd'hui, elle est enseignée dans des facs spécifiques. En s'éloignant du social, elle a fait du social un ennemi. Tout ce qui est social est un adversaire. Et quand je dis social, c'est pas uniquement les combats sociaux tels qu'on les entend d'habitude, c'est l'organisation sociale. Et les concepts de nation, de peuple, etc., etc. Tout ça, c'est devenu des ennemis. Et en aucun cas, ça doit être pris en compte dans le cadre du système mondialiste. À ce moment-là, on se trouve face à une contradiction que jusqu'à présent, on n'a pas réussi à résoudre. Qui est que on continue officiellement à parler de nation, de peuple, de contrat social, voire de souveraineté, voire de constitution. Mais dans un système qui nie ces concepts. Il n'est pas possible d'avoir les deux à la fois. Et comment les résout-on? Eh bien, on a inventé ce mot extraordinaire, pluriel. Alors, je vais vous lire, parce que là, je vous recommande d'ailleurs le livre de Pierre-André Taguieff. Il date un peu, mais il est très d'actualité. Alors, il se paye à la tête de Colombani, donc ça, à l'époque, c'était un jeu de massacre assez classique, directeur du Monde, qui nous disait ceci. La Corse est le laboratoire d'une république moderne. On pourrait l'apprendre. Je pense, c'est lui qui parle, hein, que le mouvement de nos sociétés invente et parfois réinvente constamment des différences et particularismes. Pour moi, ce mouvement appelle et appellera chaque jour davantage plus de démocratie. Plus d'une démocratie désormais plurielle. Et non sur la crispation de mode d'organisation qui a cessé d'être efficace. En gros, je fous tout en l'air tout en prétendant que je le défends. Ça, c'est le discours classique. C'est comme ça qu'on a la laïcité plurielle, la république plurielle, la démocratie plurielle, etc. Il n'y a que le tirage au sort qui n'est pas pluriel. Bon. C'est pluriel. C'est comme ça qu'on résout la contradiction. C'est-à-dire que dans le monde actuel, où le citoyen s'est transformé en consommateur, et où l'individualisme est l'élément essentiel qui guide un individu, quel qu'il soit, on lui propose quoi? Non pas de rétablir la République, la démocratie, etc. Non, non. On lui dit, construis toi-même ta République. Construis toi-même ta laïcité, c'est un petit mécano, quoi. Je connais des gens, ça fait rire quand on le dit, mais c'est vrai, qui, à 2 ou 3 à un coup d'ordinateur, font une constitution, tout genre, depuis des mois. Construis toi-même ta constitution. On pourrait imaginer que ça concerne les autres citoyens. Ah, mais non, parce qu'après, il y a les experts qui expliqueront. On voit bien le fonctionnement du système. À ce moment-là, évidemment, on comprend très bien qu'on remplace le suffrage universel par le tirage au sort, ça n'a aucune importance, puisqu'il n'y a plus de place. Alors, on est là au cœur du problème. La constituante, c'est la manière de sortir de cette contradiction, puisqu'elle redit, nous nous fondons sur des concepts que nous acceptons comme vrais, la nation, la souveraineté. Et donc, la constituante ne peut être que l'expression du peuple, donc de l'ensemble des citoyens, constituée en corps politique. Donc, la question de savoir comment on l'organise, par exemple, ce mot un peu à la mode, le processus, il n'y a pas de processus constituant. Il y a une constituante qui revalorise le suffrage universel. Alors voilà la situation. Et pour revaloriser ce suffrage universel, effectivement, il faut voir à partir de quels endroits et de quelle manière on met en œuvre la constituante. Pour nous, ça fait partie des débats. Pour nous, elle devrait partir des communes. D'abord, c'est l'endroit où les gens se connaissent le mieux. Deuxièmement, parce que dans l'histoire de France, curieusement, on dit toujours la centralisation, les Jacobins, le roi, etc., etc.
y a aussi les communes. Toujours eu les deux qui s'articulent. Et aujourd'hui, il y en a un qui perdure, c'est le pouvoir central, une commune, plus du tout. Donc, il faut revaloriser les communes au travers même de cette vie communale qui est la base de la reconstitution de la Constitution. Bon. D'où le fait que, à notre sens, elle doit être élue à partir de comités de citoyens communaux qui ne s'organisent que ça. Alors, je continue à faire ma pub au passage. Donc, nous avons sorti avec Jean-Pierre Crépin, qui est un des animateurs du Gilets jaunes, un bouquin qui s'appelle « Pour la souveraineté du peuple, nous sommes tous et constitués ». Je trouve vous vendre pour un prix dirigeant. Donc, la question clé, là pour moi, celle qu'on pose à la fin, y a-t-il encore un peuple français? Ça, c'est pas une question anodine. C'est pas uniquement construis toi-même ton peuple français. Hein. Ça, c'est des foutaises. Bon. Pour faire rêver, c'est pour empêcher de réfléchir. Y a-t-il encore un peuple français? Un discours officiel depuis quelques années est de dire les Français se désintéressent de la politique. De toute façon, vous le voyez bien dans la montée de l'abstention. Moi, je considère que la montée de l'abstention, ça veut dire qu'ils s'intéressent à la politique. Comme ça. Ça, c'est un débat. Ils veulent pas ce qu'on leur propose. Comme ça. Ça ne veut pas dire qu'ils ne voudraient pas autre chose. Et en tout cas, il y a eu deux événements qui, à mon sens, ont montré qu'il existait encore un peuple français. Un, le référendum de 2005, évidence. Il y a eu un taux de participation exceptionnel par rapport à toutes les autres élections, avec un résultat normalement exceptionnel. Moi, j'y ai participé à ce débat, j'ai vu des rassemblements comme je n'avais jamais vu. Et d'après ce que m'ont raconté les grands anciens, on n'en avait pas vu comme ça depuis la libération. Voilà. Donc, voilà un événement. Le deuxième, pour moi, c'est les Gilets jaunes. Non pas que les Gilets jaunes soient le peuple, ça je ne le crois pas, mais ils ont fait réémerger l'idée peuple à travers de leur mouvement. C'est-à-dire pour ça que, donc, avec Bardem, avec 11-21, nous avons lancé cette idée de commission d'enquête sur les violences faites aux Gilets jaunes, enquête parlementaire, c'est-à-dire de passer par ce qui existe, pas pour créer une espèce de, comment pourrait-on dire, un parastem. Non, pour se situer dans l'officialité. Donc, il y a un besoin de recréer ce peuple. Et la constituante, pour l'instant, j'en terminerai par là, la constituante, eh ben, c'est le moyen de recréer. Merci.